Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui se trouve au centre de beaucoup de discussions. Je pense à la comparaison entre gestion active et gestion passive, ou encore stock picking contre ETF. On dit que la gestion passive est supérieure à la gestion active. Alors, qu'en est-il exactement ? Il est vrai que les frais de gestion d'un ETF sont sensiblement moindres que ceux d'une gestion active. Il est vrai aussi que les ETF sont eux aussi gérés par le conseil scientifique qui régulièrement retire et ajoute de nouvelles valeurs. Donc on ne peut pas dire qu'un ETF ne soit pas géré. Enfin, les ETF sont dits faciles d'accès. Disons-le nettement. Une gestion à base d'ETF bénéficie de tous les avantages qui lui sont reconnus, à condition de se limiter à l'achat de produits répliquant les grands indices, des indices larges et diversifiés. Ainsi, on évite de se noyer dans la multitude des ETF qui rend le choix d'un bon ETF aussi difficile et hasardeux qu'un bon choix de valeur. Il ne s'agit surtout pas de troquer la difficulté du stock picking contre celle de l'ETF picking. Dans une récente interview, nous apprenons qu'un gérant a vendu ses actions Air Liquide. À partir de ce geste d'apparence anodine, il nous sera facile de démystifier le fonctionnement d'un ETF. Commençons par une lapalissade. Si le gérant a vendu ses Air Liquide, c'est qu'il les avait achetés. Cet achat était bien une gestion active faite de stock picking. Or, nous connaissons ces études qui prouvent que la conservation entre guillemets éternelle de valeurs telles qu'Air Liquide, L'Oréal, Dassault Systèmes, Essilor, Hermès, Visa et beaucoup d'autres valeurs de ce type est plus rentable que de réaliser des allers-retours. Or, une conservation éternelle est bien l'équivalent d'une gestion passive, exactement comme un ETF. Il est un autre point à aborder, celui des arbitrages que le conseil scientifique réalise régulièrement lorsqu'il retire les titres les moins performants et les remplace par de nouveaux. Ces arbitrages ne sont rien de moins que l'application d'un principe que tout gérant connaît. Je cite, « se laisser porter par les titres qui montent et se débarrasser des traînards ». Là encore, les ETF ne nous apprennent rien. Nous pouvons même fabriquer notre propre ETF en faisant en plus l'économie des frais de gestion. Encore un sujet à éclaircir. Pourquoi la performance d'une gestion active est-elle moins performante qu'une gestion passive ? Elle est moins performante à cause des trop nombreux achats-ventes auxquels se livre un gérant actif. Bien sûr, ces opérations entraînent des frais de courtage, mais ces frais sont marginaux comparativement au coût des erreurs stratégiques inhérentes à la multiplication de ces allers-retours. Puisqu'il est prouvé que la conservation d'un titre à long terme s'avère plus rentable qu'une gestion active, alors conservons-les. Nous démontrerons plus loin qu'il existe une seconde explication et de taille à la sous-performance de la gestion active. Mais auparavant, il nous faut répondre à la question suivante. Tous les titres peuvent-ils être conservés indéfiniment ? Non, seules les valeurs de croissance se prêtent à cette stratégie. Stellantis a réalisé en 2023 la plus belle performance du CAC 40 avec une hausse de 60%. Pourtant, cette performance doit nous laisser totalement indifférents car elle ne correspond pas à notre style d'investissement. Sur les valeurs cycliques, on ne peut rien bâtir de durable. La stratégie que nous préconisons ne s'applique qu'aux belles valeurs, celles qui font la fortune de leurs actionnaires depuis 30, 40, 50 ans et plus. Ces valeurs sont portées par 5 moteurs dont la combinaison aboutit à une véritable création de valeur dans la durée. La vidéo numéro 3 parle de la différence qu'il y a entre les valeurs de croissance et les valeurs value. Je vous invite à vous y reporter. Il arrive à ces titres d'être chers,
Mais cela ne peut être que momentané, car la génération de bénéfices se poursuit sans relâche et leur accumulation, année après année, fonctionne alors sur le principe des intérêts composés. Les bénéfices d'une année s'ajoutent à ceux de l'année suivante et génèrent des bénéfices à leur tour. Il y a de ce fait plus à gagner à conserver ces titres qu'à les vendre avec l'idée de les racheter ultérieurement, puisque de toute façon on ne peut pas s'en passer. Malgré leurs nombreux avantages, il arrive aussi à ces belles valeurs de réserver de mauvaises surprises. Pensons à Téléperformance, à Zodiac, racheté par Safran, à Solution 30, à des valeurs subissant une traversée du désert comme Sartorius Stedim en ce moment, ou carrément aux anges déchus tels que Wirecard ou Orpea. Mais ces accidents sont des exceptions qui confirment la règle, et les pertes engendrées ne remettent aucunement en cause les promesses d'une gestion croissance. Il y a un travail auquel tout néophyte doit absolument se plier. C'est l'étude des business models. Gestion value, gestion cyclique, gestion croissance. À chaque style correspond un business model. Tout est dans le business model. Maintenant que cela a été dit, il nous est possible de fournir une seconde explication à la sous-performance de la gestion active. C'est la plus importante. La sous-performance d'une gestion active résulte de la confusion des styles de gestion, parce qu'on veut y jouer tous les styles à la fois. Ou, autre explication, c'est l'impatience qui pousse à vouloir posséder à tout moment les valeurs qui se portent le mieux. C'est le manque de conviction qui pousse le gérant actif à courir d'un style de gestion à un autre. Chaque passage, trop souvent réalisé à contretemps, est cause de perte ou de manque à gagner. Vous voyez, nous sommes là encore très loin des sempiternels frais de gestion dont on ne cesse de parler. Mais finalement, que valent ces belles théories ? Pour vérifier la justesse de ces principes, nous allons nous livrer un backtesting sur 2 périodes. D'abord, entre l'année 2000 et décembre 2023, donc 23 ans, performance que nous comparerons à celle du CAC 40. Mais nous devons également considérer que ces valeurs ont été favorisées par la forte baisse des taux à partir de 2008. Nous porterons donc notre attention sur la période précédente, celle de 2000 à 2008. Durant ces 8 années, la stabilité des taux n'a pas été un facteur de surperformance et de plus, elle recouvre la grave crise des subprimes qui a touché le point bas fin 2008, début 2009. Venons-en au premier calcul. Il porte sur une sélection de 17 valeurs de croissance sur 23 ans. L'intention était de calculer leur performance moyenne et de la comparer à celle du CAC 40. Le CAC 40, sans les dividendes, a progressé de 25%. Si on rajoute les dividendes, la progression est de 128%. Donc, vous voyez, Air Liquide, par exemple, est passé de 29 € à 176 €, ce qui, sans dividendes, représente un gain de 507%. Dassault Systèmes a fait 580%, Essilor 1036%, voilà, etc. Et alors, il y a une progression stratosphérique qui mérite d'être signalée, c'est Sartorius Stedim, il a fait 18 000% en 23 ans. Wirecard, moins 100%, Orpea, moins 100%. Donc, dès la réalisation des premiers calculs, il était clair que cette comparaison avec le CAC 40 s'avérerait inutile. Une action ne pouvant pas perdre plus de 100% de sa valeur, les 100% de pertes essuyées par Wirecard et Orpea ne pèsent rien face à des gains allant de 238% pour Nestlé et à 18 000% pour Sartorius Stedim. Même Téléperformance affiche encore un gain de 500% en dépit de ses récents déboires. En revanche, l'examen d'une sélection de 8 valeurs cycliques est, elle, riche d'enseignements. Leur performance moyenne s'élève à 41% sans les dividendes, à comparer aux 25% du CAC 40. Quelques exemples,
Volkswagen plus 260%, Stellantis plus 150%, Renault moins 22% et Arcelor moins 23%. À propos de Stellantis, les 150% qu'il a fait en 23 ans, sur ces 150%, il en a fait 60% l'année dernière. C'est ce qu'on appelle être sauvé par le gong. Venons-en maintenant au calcul qui porte sur la deuxième période, celle de 2000 à 2008. Pendant ces 8 années, les taux sont restés confinés entre 4 et 6%. Ce n'est qu'après 2008 que les taux ont entamé leur forte chute, comme le montre cette courbe. Donc, puisque les valeurs de croissance ont été favorisées par la baisse des taux, comment se sont-elles comportées avant la baisse? Entre 2000 et 2008, le CAC 40 sans dividende a perdu 46%. Et avec les dividendes, la perte est ramenée à 33%. Je rappelle que fin 2008, on était proche du plus bas de la crise boursière causée par la crise des subprimes. Donc, vous avez Air Liquide qui a quand même gagné 31%, Dassault Systèmes, lui, a perdu 50%, Essilor a fait 110% de gains, voilà, Linde a fait 136%, et tout cela aboutit à une hausse moyenne de 103%, à comparer à la perte de 46 ou de 33% du CAC 40. Un résultat intuitivement inattendu, mais sans appel. Venons-en maintenant aux valeurs cycliques. Entre 2000 et 2008, leur perte moyenne s'élève à 39,50%, perte qui se compare à la perte de 46% du CAC 40, mais aussi et surtout au gain moyen de 103% des valeurs de croissance. Alors vous avez le tableau, vous voyez, Stellantis a perdu 83%, Renault a perdu 61%, Volkswagen a quand même gagné 21%, moins 83%, voilà. Donc tout ça, ça fait 39,50%. Il existe une dernière solution pour celui qui veut aller au plus simple tout en misant sur une large diversification géographique. Il s'agit d'acheter un ETF monde. Ici, je vous ai mis un tableau avec toutes ses coordonnées, même son code ISIN, comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Alors vous voyez, l'indice monde fait un peu mieux que le CAC 40, il fait moins bien qu'Air Liquide et nettement moins bien que L'Oréal. Valeur archi connue elle aussi et facile d'accès. En vous inspirant de ces exemples, vous pouvez vous livrer aux mêmes comparaisons à partir de votre propre sélection de valeurs et de périodes. En partant des idées et des calculs qui figurent dans cette vidéo, j'expliquerai dans la prochaine comment se donner des chances très sérieuses de battre le CAC 40. L'idée de base étant que le conseil scientifique chargé de superviser cet indice ne connaît rien à la bourse. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie de votre attention.